Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Berthe avait 25 ans, une vie stable, un mari comptable de 38 ans, sérieux, fiable, 2 ans de mariage sans histoire, un travail de contrôleuse qualité dans un supermarché, des horaires réguliers, un salaire correct. Rien d'extraordinaire, mais une existence dont elle était fière. Elle avait construit tout cela seule, ou presque, sans aide, sans modèle familial parfait. Juste sa volonté et son ambition. Son mari était l'opposé du chaos. Stable financièrement, organisé, prévisible. Il payait les factures à temps, cuisinait le dimanche, aimait les routines rassurantes. Berthe aimait cette prévisibilité. Après une enfance marquée par les absences et les non-dits, elle avait soif de normalité. Et elle l'avait trouvée. Leur maison était spacieuse. 3 chambres libres après la leur. Un jardin avec des rosiers que Berthe entretenait chaque week-end. Un quartier calme où les voisins se saluaient, poliment, sans se mêler des affaires des autres. Berthe avait tout planifié. Le bébé, la carrière, l'avenir. Tout était sous contrôle. Elle tenait des listes, des budgets, des calendriers. Chaque détail était anticipé, organisé, maîtrisé. Puis vint la naissance de leur fils. Un petit garçon aux yeux noirs, aux cris perçants, aux nuits interminables. Berthe était épuisée, mais heureuse. Son mari la soutenait. Il changeait les couches, berçait le bébé, préparait les biberons à 3 heures du matin. Tout semblait parfait. Une équipe, une famille, un début. Mais Berthe devait reprendre le travail. 1 mois de congé maternité, pas un jour de plus. L'argent ne tombait pas du ciel. Les factures continuaient d'arriver. Le crédit immobilier, les courses, les couches. Alors elle chercha une solution. Une nounou, une crèche. Quelque chose de fiable et abordable. Les crèches étaient pleines. Les listes d'attente interminables. Les nounous recommandés demandèrent des sommes astronomiques. Berthe commençait à paniquer. Comment concilier tout cela? Comment être mère, épouse, employée sans se briser? C'est là qu'Angèle entra en scène. Angèle, sa mère. 41 ans, belle, coquette, indépendante. Une femme qui aimait briller, qui portait des robes moulantes, des talons hauts, même pour aller au marché, du rouge à lèvres vif qui laissait des traces sur les tasses. Une femme qui attirait les regards, partout, toujours. Elle adorait cette attention, se nourrissait de ses coups d'œil admiratifs, de ses compliments, de cette validation. La relation entre Berthe et Angèle avait toujours été compliquée. Des non-dits, des silences, des tensions souterraines que personne ne nommait jamais. Angèle n'avait jamais vraiment parlé du père de Berthe. Mort, disait-elle vaguement. Accident de voiture. Ou était-ce une maladie? Les versions changeaient selon les jours, selon son humeur. Berthe avait grandi avec ce mystère, cette absence, ce vide qui formait un trou noir au centre de son identité. Enfant, Berthe y avait posé des questions. Où est papa? Comment était-il? Est-ce qu'il m'aimait? Angèle répondait par des soupirs, des regards lointains, des changements de sujet. Puis, elle avait cessé de répondre complètement. Le message était clair. Ne demande pas, n'insiste pas, oublie. Alors Berthe avait grandi seule, avec une mère qui était physiquement présente, mais émotionnellement absente. Angèle travaillait, sortait, fréquentait des hommes qui ne restaient jamais longtemps. Elle était belle, désirable, mais incapable de retenir quiconque. Les relations duraient quelques semaines, parfois quelques mois, puis s'effondraient toujours de la même manière. Disputes, reproches, portes claquées. Berthe avait appris très tôt à se débrouiller seule, préparer ses repas, faire ses devoirs sans aide, gérer son emploi du temps. Elle était devenue autonome par nécessité, pas par choix. Et cette autonomie était devenue sa fierté, son armure, sa définition d'elle-même. Quand elle avait rencontré son mari, elle avait enfin trouvé la stabilité. Quelqu'un de fiable, quelqu'un qui restait,
quelqu'un qui ne partait pas au moindre conflit. Mais Angele proposait maintenant de garder le bébé, gratuitement. Elle était disponible, célibataire, sans attache professionnelle. Elle venait de quitter son dernier emploi dans une boutique de vêtements. Conflit avec la patronne, comme toujours. Pourquoi refuser son aide? Berthe hésita. Son mari insista. C'était pratique, économique, familial. Angel pourrait s'installer dans l'une des chambres libres, rester aussi longtemps que nécessaire, aider, soulager. Et puis, c'était l'occasion pour Angele de se rapprocher de sa fille, de créer enfin cette complicité mère-fille qui avait toujours manqué. Berthe voulait y croire. Peut-être que la naissance de ce bébé changerait les choses. Peut-être qu'Angele deviendrait enfin la mère qu'elle n'avait jamais été. Peut-être. Elle accepta. Angel débarqua un dimanche matin avec 3 énormes valises. Des vêtements, des parfums, des cosmétiques, des bijoux, des chaussures. Elle transforma la chambre d'amis en sanctuaire personnel en quelques heures. Rideaux roses qu'elle avait apportés, draps satinés, bougies parfumées à la vanille et à la rose, miroir sur pied, photos encadrées d'elle-même à différents âges, son territoire, son espace, sa scène. Les premiers jours furent étrangement harmonieux. Angele s'occupait du bébé avec une tendresse inattendue. Elle le berçait pendant des heures, sans montrer de fatigue. Chantait des berceuses que Berthe ne l'avait jamais entendue chanter. Changeait les couches, sans se plaindre des odeurs ou des dégâts. Préparait les biberons, avec une précision presque scientifique. Le petit garçon semblait apaisé dans ses bras, comme s'il sentait une douceur que Berthe elle-même n'avait jamais connue. Berthe observait ces scènes avec un mélange de soulagement et de méfiance. Sa mère n'avait jamais été aussi maternelle avec elle. Jamais de berceuse, jamais de câlin prolongé, jamais de cette patience infinie. Pourquoi ce changement soudain? Pourquoi cette douceur retrouvée? Était-ce la maturité? Le regret? Une seconde chance de bien faire? Mais elle chassa ses pensées, trop fatiguée pour analyser, trop occupée pour douter, trop reconnaissante pour questionner. Elle avait besoin d'aide. Angele l'offrait. Point final. Les semaines passèrent dans une routine apaisante. Berthe reprit le travail. Contrôle qualité, étiquette, date de péremption, conformité, température des réfrigérateurs, propreté des rayons, répétition. Elle rentrait épuisée chaque soir, les pieds douloureux, le dos tendu. Angel avait tout géré. Le bébé était nourri, changé, endormi. Le dîner était prêt sur la table. Souvent des plats élaborés. Poulet rôti, gratin, tarte. La maison était rangée, parfumée, accueillante. Son mari semblait ravi. Il complimentait Angel sur ses talents culinaires. La remerciait avec chaleur. Riait à ses blagues légèrement grivoises. Lui demandait conseil sur des sujets variés. Berthe remarquait ses petites attentions, ses regards qui s'attardaient une seconde de trop. Ces sourires complices qui excluaient Berthe de leur bulle. Mais elle se raisonnait. Imagination, fatigue, paranoïa postpartum. Les hormones jouaient encore avec son équilibre émotionnel. Pourtant, quelque chose clochait. Des détails, des anomalies minuscules. Angel portait des tenues de plus en plus suggestives quand à la maison. Robe courte qui dévoilait ses jambes encore fermes. Décolleté plongeant, jeans serrés, parfum entêtant qui flottait dans toute la maison. Elle se maquillait avec soin chaque matin, mascara, fard à paupières, rouge à lèvres éclatant. Pour garder un bébé? Pour rester à la maison? Bizarre. Le mari de Berthe rentrait plus tôt du travail ces derniers temps. Il trouvait toujours une excuse valable. Terminer un dossier urgent à la maison. Éviter les embouteillages de fin de journée. Passer plus de temps avec le bébé avant qu'il ne dorme. Des raisons logiques, raisonnables, acceptables. Berthe voulait y croire, désespérément. Mais elle remarquait d'autres choses. La façon dont Angel riait aux plaisanteries de son mari. Trop fort, trop longtemps. La façon dont elle lui touchait le bras en parlant, brièvement, innocemment.
la façon dont il la regardait quand Berthe avait le dos tourné. Admiratif, intéressé. Non, impossible. C'était sa mère, son mari. Les deux personnes en qui elle avait le plus confiance. Enfin, censée avoir confiance. Un soir, elle rentra plus tôt que prévu. Mal de tête violent, nausée, fatigue accumulée qui la terrassait soudainement. Son chef l'avait renvoyée chez elle. Elle poussa la porte d'entrée. Silence. Pas de bruit de bébé, pas de voix, pas de télévision. Juste le tic-tac régulier de l'horloge murale dans le couloir. Elle retira ses chaussures sans bruit. Monta à l'étage sur la pointe des pieds. La chambre du bébé. Vide, le berceau vide. Pas de pleurs, pas de mouvement, panique soudaine. Où était son fils? Accident? Problème? Elle ouvrit la porte de la chambre d'Angele, sans frapper, sans prévenir, sans réfléchir. Angel était assise sur son lit. Robe bleue ample, cheveux détachés qui cascadèrent sur ses épaules, mains posées tendrement sur son ventre. Un ventre arrondi, visible, impossible à manquer, impossible à ignorer. Berthe se figea dans l'embrasure de la porte. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Son cerveau refusait de traiter l'information. Ce ventre, cette courbe, cette évidence. Sa mère était enceinte, manifestement, indubitablement. « Maman, tu es enceinte ?» La voix de Berthe tremblait, incrédule, choquée, confuse. Angel leva les yeux. Pas de gêne, pas de honte, pas d'excuse, juste de la colère. Une colère froide, brutale, inattendue qui transforma instantanément son beau visage. « Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» hurla-t-elle avec une violence disproportionnée. « Je cherchais le bébé. Il n'était pas dans son lit et... Il dort dans ton lit. J'ai préféré le mettre là-bas parce qu'il était agité. Sors d'ici. Tu n'as pas le droit d'entrer sans frapper. »« Mais maman, tu es enceinte. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? » ?»« Ça ne te regarde absolument pas. Ma vie privée ne te concerne pas. Sors !» Berthe recula, chamboulée, désorientée, blessée par cette agressivité. Elle referma la porte doucement, descendit les escaliers comme une automate. Ses mains tremblaient, son cœur battait trop vite. Son mari lisait le journal dans le salon, confortablement installé dans son fauteuil préféré. « Mon amour, ma mère est enceinte. » Il leva les yeux du journal, calme, trop calme, presque indifférent. « Et alors ? Comment ça, et alors ? Elle a 41 ans, elle est célibataire, elle vit chez nous. Comment tu peux réagir comme ça ? Écoute, Berthe, elle est adulte. Elle fait ce qu'elle veut de son corps. C'est sa vie privée. On n'a pas à juger ses choix personnels. Mais c'est bizarre, non ? Elle ne nous a rien dit, pas un mot, et elle est déjà bien avancée. Ça se voit. Peut-être qu'elle ne veut pas en parler, peut-être que c'est difficile pour elle, peut-être qu'elle a honte. Respecte son intimité. Laisse-la tranquille. Tu ne trouves pas ça étrange, au moins ? Non, les gens ont des vies compliquées. On ne connaît pas toute l'histoire. Arrête de t'inquiéter pour rien. Berthe le fixa, incrédule. Comment pouvait-il être aussi détaché, aussi indifférent, aussi protecteur envers Angel et soudainement ? Depuis quand défendait-il sa belle-mère avec autant de véhémence ? Elle monta dans leur chambre. Le bébé dormait paisiblement dans leur lit, entouré de coussins protecteurs. Elle s'allongea sans se déshabiller, regardant le plafond fixement. Les pensées tourbillonnaient. Ce ventre, cette grossesse, ce secret, cette colère disproportionnée d'Angel, cette défense immédiate de son mari. Quelque chose ne tournait pas rond, quelque chose clochait profondément. Les jours suivants furent étranges et tendus. Angele évitait Berthe systématiquement. Plus de conversations, plus de regards, plus de moments partagés autour du bébé. Juste un silence glacial qui remplissait la maison d'une atmosphère pesante. Le bébé restait le seul lien entre elles, le seul prétexte à des échanges minimaux et fonctionnels. Berthe observait sa mère différemment maintenant,
Ce ventre qui s'arrondissait semaine après semaine. Impossible de ne pas le voir. Ses vêtements amples qui masquaient mal la réalité. Ses mouvements prudents. Ses nausées matinales qu'Angélé tentait de cacher. Cette grossesse invisible devenue visible, criante, envahissante. Qui était le père? Pourquoi ce silence obstiné? Pourquoi cette colère explosive quand Berthe avait simplement posé la question? Pourquoi son mari défendait-il Angélé avec tant d'empressement? Les nuits devinrent agitées pour Berthe. Elle dormait mal, cauchemars récurrents, réveil brusque en sueur, angoisse inexpliquée qui la saisissait à 3 heures du matin. Son mari dormait profondément à côté d'elle, paisible, serein, sans tourment apparent. Une nuit, elle se réveilla en sursaut. 3 heures du matin précises, soif intense, gorge sèche, bouche pâteuse. Elle se leva sans bruit. Son mari dormait profondément, ronflant légèrement. Elle enfila sa robe de chambre. Elle descendit à la cuisine, pieds nus sur le carrelage froid qui la fit frissonner. Ouvrit le réfrigérateur. La lumière blanche l'aveugla momentanément. Sortit une bouteille d'eau. Referma la porte. C'est là qu'elle les entendit. Des voix, basses, chuchotées, intimes, venant du salon situé juste à côté. Son sang se glaça. Berthe s'approcha. Pas à pas, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende. Chaque pas semblait durer une éternité. Quelque chose lui disait de ne pas regarder, de remonter se coucher, d'oublier, de préserver son ignorance, de protéger son illusion. Mais elle ne pouvait pas. Une force irrésistible la poussait. Elle se cacha derrière le mur qui séparait le couloir du salon. Retint sa respiration. Jeta un œil prudent dans le salon faiblement éclairé par la lumière orange des lampadaires de la rue qui filtraient à travers les rideaux entr'ouverts. Ce qu'elle vit lui arracha littéralement le souffle. Son mari, assis sur le canapé en pyjama. Angélé, à côté de lui. Beaucoup trop proche, collés contre lui. Leurs corps formaient une seule silhouette dans la pénombre. La main de son mari caressait le ventre d'Angélé. Lentement, tendrement, intimement, possessivement. Des gestes qu'elle connaissait. Les mêmes gestes qu'il avait eus avec elle pendant sa propre grossesse. Angélé avait la tête posée sur son épaule, yeux fermés, sourire béat aux lèvres, expression de contentement absolu. « Il bouge », murmura-t-elle avec douceur. « Je sais. Je le sens », répondit-il sur le même ton. « C'est incroyable, non ? Oui, vraiment incroyable. » Leur voix était douce, complice, amoureuse. Exactement comme des futurs parents émerveillés par leur création commune. Berthe se plaqua contre le mur. Nausée violente, vertige, jambes qui flageolaient, incrédulité totale. Non, 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 non. Ce n'était pas possible. Pas réel. Pas ça. Pas eux. Pas sa mère. Pas son mari. Pas ensemble. Pas comme ça. Elle porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Ferma les yeux très fort, espérant que tout disparaisse, que ce soit un cauchemar, une hallucination. Chers amis, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la tribu de Mama Aya et laisse Mama Aya te guider dans des histoires africaines fascinantes et mystérieuses. Mais quand elle rouvrit les yeux, ils étaient toujours là, toujours enlacés, toujours complices. Elle remonta les escaliers en tremblant de tout son corps, silencieuse, invisible, fantôme dans sa propre maison. Chaque marche craquait et elle craignait d'être découverte, d'être vue, d'être confrontée. Elle se réfugia dans la salle de bain, ferma la porte à clé, s'effondra sur le sol carrelé froid, recroquevillée contre la baignoire. Les sanglots vinrent, violents, incontrôlables, déchirants. Elle mordit une serviette pour ne pas hurler, pour ne pas réveiller le bébé qui dormait dans la chambre, pour ne pas exister, pour disparaître. Son mari, sa mère, son mari. Les mots tournaient en boucle dans sa tête. Absurde, impossible, inconcevable, vrai, ce ventre arrondi qu'elle avait vu,
C'était celui de son mari, le père du bébé d'Angele. C'était lui, forcément lui. Combien de temps? Depuis quand? Comment avait-elle pu être aussi aveugle, aussi stupide, aussi naïve? Les images défilèrent dans son esprit comme un film horrible. Les compliments constants de son mari envers Angele, les regards prolongés, les sourires complices, les touches innocentes qui ne l'étaient peut-être pas, les rentrées anticipées du travail, les parfums entêtants d'Angele, les robes provocantes pour rester à la maison, les maquillages élaborés sans raison apparente. Tout prenait sens maintenant. Horrible, dégoûtant, inacceptable, évident. Il se moquait d'elle depuis le début, depuis des semaines, des mois peut-être. Il la trompait sous son propre toit, pendant qu'elle travaillait, pendant qu'elle leur faisait confiance, pendant qu'elle les remerciait de leur aide. Berthe resta prostrée sur le carrelage froid jusqu'à l'aube, incapable de bouger, incapable de réfléchir, incapable de respirer normalement. Le choc était trop grand, la trahison trop profonde, la douleur trop intense. À 6 heures du matin, elle se leva difficilement, articulations raides, corps endoloris, se lava le visage à l'eau froide, évita son reflet dans le miroir, ne voulait pas voir ses yeux rouges, gonflés, détruits, enfila des vêtements mécaniquement, prépara le bébé comme un automate, geste robotique, esprit absent. Son mari descendit à 7 heures comme d'habitude, souriant, détendu, reposé, comme si de rien n'était. « Bien dormi, ma chérie ?» Berthe ne répondit pas. Elle le fixa. Cet homme qu'elle croyait connaître depuis 3 ans, cet étranger, ce menteur, ce traître. « Berthe, ça va? Tu as l'air bizarre. Je veux que ma mère parte. » Il fronça les sourcils, surpris, inquiet. « Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? » « Je veux qu'elle parte, aujourd'hui, immédiatement. »« Mais elle nous aide tellement. Le bébé l'adore. Et puis, où irait-elle dans son état? » Dans son état. Il reconnaissait donc la grossesse maintenant. « Je me débrouillerai sans elle. »« Berthe, sois raisonnable. Tu travailles toute la journée. Qui va garder le bébé? » Raisonnable. Le mot résonna comme une gifle brutale. Elle attrapa son sac, son manteau, sortit sans un mot de plus, claqua la porte. Son mari ne la suivit pas, ne courut pas après elle. Resta dans la maison avec Angele. Au travail, Berthe fonctionnait en pilote automatique. Contrôle, étiquette, formulaire, inventaire, répétition mécanique. Mais son esprit était ailleurs, prisonnier de cette scène nocturne, cette main sur ce ventre, ces voix complices, ces corps enlacés, cette intimité interdite. Ses collègues remarquèrent son état, lui demandèrent si tout allait bien. Elle mentit, sourit, dit que c'était juste la fatigue. Les nuits courtes avec le bébé, rien de grave. Mais tout était grave, tout s'effondrait. Elle devait affronter, savoir, comprendre, entendre la vérité de leur bouche, même si cette vérité la détruirait complètement. Le soir, elle rentra déterminée. Mâchoire serrée, poings fermés, prête au combat. Angel était dans le salon, seule, tricotant quelque chose de blanc, pour son bébé probablement. Le bébé de Berthe dormait dans son transat. « Maman, il faut qu'on parle, maintenant. » Angele leva les yeux lentement, froide, fermée, défensive. « De quoi? Tu sais très bien de quoi. »« Non, je ne sais pas. »« Le père de ton bébé, c'est qui ?» Angel posa son tricot délicatement, se leva avec difficulté. Son ventre était vraiment proéminent maintenant. Impossible de le cacher. Tourna le dos à Berthe. « Ça ne te regarde absolument pas. »« Si, tu vis sous mon toit. Tu gardes mon fils. J'ai le droit de savoir qui est le père de l'enfant que tu portes. Tu n'as aucun droit sur ma vie privée. Aucun. C'est mon mari, n'est-ce pas? » Le silence tomba. Lourd, épais, suffocant. Angele se retourna très lentement, un sourire étrange aux lèvres, presque satisfait,
presque triomphant. Et alors? Tu vas faire quoi exactement? Berthe chancela. L'aveu. Direct, brutal, sans remords, sans honte, sans regret. Comment as-tu pu me faire ça? Comment? Facilement. Très, très facilement. Mais pourquoi? Pourquoi me faire ça? Je suis ta fille, ta propre fille. Angel s'approcha. Yeux brillants de colère et de jalousie accumulée. Voix acide, venimeuse. Parce que tu as tout, Berthe. Absolument tout ce que je n'ai jamais eu. Un mari stable qui rentre tous les soirs. Une maison à toi. Un travail fixe. Une vie réussie. Toi, la petite fille que j'ai élevée toute seule dans la misère, tu as réussi là où j'ai échoué toute ma vie. Tu as ce que j'ai toujours voulu et jamais obtenu. Mais je suis ta fille. Tu devrais être fière. Heureuse pour moi. Fière? Heureuse? Tu crois que c'est facile de voir ta propre fille réussir mieux que toi? Tu crois que c'est facile d'accepter que mon enfant a une vie plus belle que la mienne? Tu crois que je ne ressens rien quand je te vois si heureuse, si stable, si satisfaite dans ta petite vie parfaite? Alors tu m'as trahi, tu as couché avec mon mari, pour te venger, pour me punir d'avoir réussi, pour reprendre ce qui aurait dû être à moi dès le départ. Les hommes stables, les belles maisons, les vies parfaites, l'amour, la sécurité. J'y ai droit aussi. Pourquoi tu aurais tout et moi rien? Pourquoi tu mériterais le bonheur et pas moi? Qu'est-ce qui te rend si spécial? Berthe recula, trébucha presque, incapable de traiter ses mots. Cette logique tordue, cette jalousie maladive, cette haine déguisée. Tu es ma mère. Tu es censé m'aimer. Et toi, tu es ma fille, qui a tout ce que je n'ai jamais eu, qui me rappelle chaque jour mon échec. Ton mari m'a regardé, vraiment regardé, pas comme un meuble, pas comme une vieille femme finie, pas comme une mère encombrante, comme une femme désirable, belle, intéressante. Alors oui, j'ai pris ce qu'il m'offrait, sans hésitation, sans regret. Il ne t'a rien offert, c'est mon mari, le père de mon enfant. Plus maintenant. Il est aussi le père du mien. Les mots claquèrent comme une sentence définitive. Berthe sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit lourdement, tête dans les mains, monde qui s'écroulait. Sors de chez moi. Avec grand plaisir. Mais lui reste, parce qu'il a choisi. Et ce bébé que je porte dans mon ventre, c'est le sien aussi. Tu crois vraiment qu'il va abandonner son propre enfant? Tu crois qu'il va choisir entre vous deux? Il nous veut toutes les deux. Et il nous aura. Angel monta dans sa chambre. Chaque pas était lent, calculé, victorieux. Claqua la porte. Berthe resta immobile, anéantie, détruite, vidée. Son mari rentra 1 heure plus tard, souriant, insouciant, sifflotant même. « Bonsoir mon amour, bonne journée ?» Berthe ne bougea pas, ne le regarda pas. « On doit parler, maintenant. » Il s'assit, mal à l'aise soudainement, sourire disparu. « Je sais, pour Angel. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit que tu savais. » « Depuis combien de temps? » « Berthe, depuis combien de temps tu couches mais avec ma mère? » « 2 mois après son arrivée, peut-être 3. Je ne sais plus exactement. 2 mois, 3 mois. Tu as couché avec ma mère pendant 2 ou 3 mois, et tu n'as rien dit? Tu as continué à partager mon lit? À m'embrasser? À me dire que tu m'aimais? Je ne savais pas comment te le dire. Comment t'expliquer? Comment quoi? Comment avouer que tu trahissais ta femme avec sa propre mère sous son propre toit? C'est compliqué, Berthe. C'est arrivé. Je ne l'ai pas prévu. Je ne l'ai pas voulu au début. Au début? Ça veut dire quoi au début? Elle me comprend d'une façon que tu ne comprends pas. Elle m'écoute vraiment. Elle s'intéresse à ce que je dis. Elle me fait sentir important, viril, désiré. Et moi, je ne te fais pas sentir désiré?
Je viens d'accoucher de ton enfant. Mon corps a changé. Je suis fatiguée. Et ta solution, c'est de coucher avec ma mère. Ne sois pas vulgaire. Vulgaire? Vulgaire? Tu couches avec ma mère, tu la mets enceinte. Et c'est moi qui suis vulgaire parce que je nomme les choses? Il se leva, nerveux, agacé, défensif. Écoute, je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Mais c'est arrivé. Maintenant, il faut gérer la situation. Angele est enceinte. C'est mon enfant aussi, mon deuxième fils. Alors tu choisis? C'est ça? Tu choisis entre nous? Pourquoi choisir? On peut tous vivre ensemble. Élever les enfants ensemble. Être une famille élargie. D'autres familles fonctionnent comme ça. Berthe le fixa. Bouche ouverte, yeux écarquillés. Incrédulité totale. Tu es sérieux? Vraiment sérieux? Pourquoi pas? D'autres cultures acceptent la polygamie. D'autres modèles familiaux existent. D'autres familles ne sont pas composées d'une femme, de son mari et de sa propre mère, enceinte du mari. C'est de l'inceste, de la trahison, de la perversion. Arrête de dramatiser. Arrête d'être si rigide. Le monde change. Les relations évoluent. Dramatiser, rigide. Ces mots firent exploser quelque chose en Berthe. Une rage qu'elle ne connaissait pas. Elle se leva brusquement, monta dans la chambre comme une furie, prépara un sac à la hâte, vêtements jetés pêle-mêle, affaires de toilette, quelques jouets du bébé, biberons, couches. Son mari la suivit, paniqué maintenant. « Qu'est-ce que tu fais exactement ?»« Je pars. Je vous laisse votre petite famille perverse. »« Tu ne peux pas partir. Et le bébé? Il a besoin de stabilité. » « Il vient avec moi, évidemment. »« Berthe, sois raisonnable. Réfléchis. Où vas-tu aller? »« Raisonnable. Raisonnable. Vous me demandez tous les deux d'être raisonnables. Mais personne n'a été raisonnable. Ici, ni toi, ni elle. Vous avez détruit ma vie, et vous me demandez d'être raisonnable. » Elle attrapa le bébé endormi, l'enveloppa dans une couverture, descendit les escaliers, sortit dans la nuit froide. Son mari la suivit jusqu'au perron. « Berthe, attends, on peut en parler. » Elle ne se retourna pas, installa le bébé dans le siège auto, démarra, roula sans destination précise, larmes brouillant dangereusement la vision, main tremblante sur le volant. Le bébé pleurait, à l'arrière, perdu, désorienté, réclamant son lit, sa maison, sa routine. Elle roula pendant 1 heure, peut-être 2, perdue dans ses pensées, dans sa douleur, dans son incrédulité. Elle finit par s'arrêter devant la maison de Carole, une collègue du supermarché, discrète, fiable, célibataire, vivant seule dans un petit pavillon. Il était 22 heures passées. Berthe sonna quand même, désespérée. Carole ouvrit la porte en pyjama, vit immédiatement l'état de Berthe. Yeux rouges, visage défait, bébé hurlant dans ses bras, ne posa pas de questions, la fit entrer directement. « Reste autant que tu veux. Ma chambre d'amis est libre. » Berthe s'effondra sur le canapé du salon. Carole prit délicatement le bébé, le calma avec une douceur maternelle, le nourrit, le changea, le berça jusqu'à ce qu'il se rendorme. « Tu veux en parler? »« Non, c'est trop sale, trop honteux, trop dégueulasse. » Carole hocha la tête, respecta le silence, prépara le lit dans la chambre d'amis, installa le bébé dans un couffin emprunté à une voisine. Les jours suivants furent une torture psychologique. Le mari de Berthe appelait sans cesse, 10 fois par jour, 15 fois, messages, appels, messages vocaux, supplications pathétiques. « Reviens, s'il te plaît. On peut arranger les choses. »« Angele regrette. Elle va partir si tu reviens. »« Le bébé a besoin de son père, de sa maison. »« Tu me manques terriblement. »« On peut aller voir un conseiller conjugal. » Mensonges. Tous des mensonges transparents. Berthe ne répondait pas. Incapable. Le dégoût était trop fort. La trahison trop profonde.
La blessure trop béante. Comment pardonner l'impardonnable? Comment regarder cet homme sans voir instantanément sa mère dans ses bras? Comment vivre avec cette image gravée au fer rouge dans son cerveau? Comment effacer ces voix complices dans le salon? Comment oublier cette main caressant ce ventre? Impossible. Carole essayait de l'aider du mieux qu'elle pouvait. Mots doux, présence silencieuse, soutien inconditionnel. Elle ne posait pas de questions, ne jugeait pas, accueillait simplement. Mais Berthe se sentait sale, humiliée, salie, détruite. Comme si la trahison avait laissé une marque visible sur son front. Personne ne devait savoir. Jamais. Comment expliquer ça à quelqu'un? Comment dire « Mon mari a mis ma mère enceinte pendant qu'elle gardait mon bébé » Comment prononcer ces mots sans mourir de honte? Impossible. Alors elle se taisait, enfermée dans sa honte, prisonnière de son silence, isolée dans sa douleur. Carole respectait ce silence, mais parfois, elle posait une main réconfortante sur l'épaule de Berthe. Un geste simple qui disait « Je suis là ». 2 jours passèrent dans ce cocon protecteur, puis 3, puis 1 semaine entière. Le mari intensifia les appels, plus désespéré, plus insistant, plus manipulateur. « Berthe, je t'en supplie, reviens, on trouvera une solution ensemble. » Angel accepte de s'en aller. Elle a trouvé un appartement. Les enfants ont besoin de stabilité, de leurs 2 parents. Ne détruis pas notre famille pour une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Pour ça. Une erreur. Comme si c'était anodin. Un détail. Une broutille sans importance. Berthe était à bout. Épuisée mentalement. Émotionnellement vidée. Physiquement exténuée. Puis vint l'appel qui changea absolument tout. 3 heures du matin. 9 jours après son départ. Le téléphone vibra sur la table de nuit. Berthe l'ignora. Encore lui. Encore des supplications. Encore des mensonges. Mais il rappela. Encore. Insistant. Urgent. Elle décrocha finalement. Furieuse. À bout de nerfs. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? » « Berthe, viens vite à l'hôpital. »« Angel, s'il te plaît, viens. » Sa voix tremblait. Panique. Terreur. Chaos. « Angel, quoi? » « Elle a accouché ce soir. Il y a eu des complications graves. Hémorragie massive. C'est grave. Très, très grave. Les médecins ne savent pas si elle va... » Il ne termina pas sa phrase. Sanglots. Pleurs. Désespoir. Berthe raccrocha brutalement. Cœur battant. Pourquoi y aller? Pourquoi courir vers celle qui l'avait si cruellement trahi? Vers celle qui lui avait volé son mari? Vers cette mère indigne? Mais quelque chose de plus fort la poussa. Peut-être la curiosité morbide. Peut-être l'humanité résiduelle. Peut-être juste le besoin de voir, de constater, de clôturer. Elle confia le bébé à Carole qui s'était réveillée. S'habilla rapidement, roula vers l'hôpital dans la nuit froide et vide. Les couloirs blancs et aseptisés. L'odeur caractéristique d'antiseptique et de mort. Les néons crus qui blessèrent les yeux. L'atmosphère lourde de drames humains. Son mari l'attendait dans la salle d'attente des urgences obstétricales. Visage complètement défait, yeux rouges et gonflés, cheveux en désordre, vêtements froissés. Elle est en réanimation. Hémorragie massive qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Pression artérielle qui chute. Ils ne savent pas si elle va s'en sortir. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais... Il ne finit pas sa phrase. S'effondra sur une chaise. Berthe s'assit à distance, étrangement calme, détachée, spectatrice de sa propre vie. Des heures interminables passèrent. Silence, attente insupportable, incertitude. Quelques infirmières passaient, regard compatissant, aucune information. À 6 heures du matin, un médecin sortit, visage grave, fermé, épuisé. « La famille d'Angel ?» Le mari se leva d'un bond, Berthe aussi, plus lentement. « Je suis son gendre. Voici sa fille. » Le médecin les regarda avec compassion,
Je suis vraiment désolée. Nous avons tout tenté. Transfusion massive, médicaments, chirurgie d'urgence. Mais l'hémorragie était trop importante. Elle est décédée il y a 20 minutes. Nous n'avons pas pu la sauver. Je suis sincèrement désolée. Morte. Angel était morte. Partie. Berthe ne ressentit rien immédiatement. Ni chagrin, ni soulagement, ni colère. Juste un vide immense. Un trou noir. Son mari s'effondra. Sanglots bruyants, pleurs incontrôlables. « Et le bébé ?» parvint-il à demander entre deux sanglots. « Un petit garçon. Prématuré de quelques semaines, mais globalement en bonne santé. Il est en néonatologie sous surveillance. Vous pourrez le voir dans quelques heures. Un petit garçon. Un demi-frère pour son fils. Un enfant né de la trahison, de la jalousie, de la destruction. » Berthe regarda son mari. Cet homme complètement brisé. Cet homme qui pleurait une maîtresse qui était sa belle-mère. Pathétique, grotesque, tragique. Elle sortit de l'hôpital, rentra chez Carole, s'allongea, fixa le plafond pendant des heures. Angel était morte. Le problème était résolu. Mais rien n'était résolu en réalité. Les jours suivants furent irréels. Funérailles organisées rapidement. Peu de monde. Juste quelques connaissances superficielles. Berthe resta en retrait, silencieuse, spectatrice de sa propre tragédie familiale. Angel fut enterrée discrètement dans le carré familial. Berthe ne pleura pas, ne ressentit rien, juste ce vide persistant. Le bébé resta à l'hôpital 2 semaines. Surveillance, croissance, stabilisation. Un petit garçon qui ressemblait étrangement au mari. Même nez, mêmes yeux. Preuve vivante de la trahison. 3 semaines après l'enterrement, le mari revint supplier Berthe. Plus humble, plus cassé, plus désespéré. On doit parler du bébé, de nous, de l'avenir, de tout. Berthe le reçut chez Carole. Distance de sécurité, protection. Je ne peux pas élever ce bébé tout seul. Je travaille toute la journée. Je n'ai aucune expérience. J'ai besoin de toi, Berthe. J'ai désespérément besoin de toi. Tu as besoin de moi? Maintenant? Après tout ce que tu as fait? Après m'avoir trahi avec ma propre mère? Je sais tout ça. J'ai été stupide, faible, égoïste, impardonnable. Mais on a 2 enfants maintenant, 2 petits garçons innocents, 2 fils. Ils n'ont pas choisi cette situation horrible. Ils n'ont rien demandé. Non, toi, tu as choisi pour eux, toi et elle. Je sais, et je le regrette, chaque jour, chaque seconde, chaque instant. Si je pouvais revenir en arrière, tout effacer, je le ferais. Mais c'est impossible. Des larmes coulaient abondamment sur ses joues. Vraies ou fausses? Sincères ou manipulatrices? Berthe ne savait plus, ne voulait plus savoir. Angel est morte. Tout ce cauchemar est terminé. On peut recommencer. Reconstruire quelque chose. Pour les enfants. Juste pour eux. Recommencer? Tu crois sérieusement qu'on peut juste effacer tout ça? Faire comme si rien ne s'était passé? Non. Jamais. Je ne crois pas qu'on puisse effacer. Mais on peut essayer de survivre. De créer une famille. Même imparfaite. Même profondément blessée. Même détruite. Berthe le fixa longuement, intensément. Cet homme qu'elle avait aimé, cet homme qui l'avait anéanti, cet homme pathétique et brisé. Pouvait-elle pardonner? Devait-elle pardonner? Était-ce même possible? Les enfants. 2 petits garçons absolument innocents. Ils avaient si besoin de stabilité, d'un foyer, de parents, d'amour, de sécurité. Berthe pensa à son propre passé douloureux, sans père, avec une mère absente émotionnellement. Elle avait souffert de ce vide toute sa vie, toute son enfance, toute son adolescence. Cette blessure ne s'était jamais vraiment refermée. Pouvait-elle infliger consciemment ça à ses fils? À ces 2 innocents? D'accord, je reviens. Le mot sortit seul, lourd, douloureux, définitif. D'accord? Vraiment? Je reviens.
Pour les enfants. Uniquement pour eux. Pas pour toi. Plus jamais pour toi. Je comprends parfaitement. Tu dormiras dans une autre chambre. Définitivement. On élèvera les enfants ensemble. Mais il n'y aura plus rien entre nous. Plus jamais. Plus de couple. Plus de mari et femme. Juste 2 colocataires qui élèvent des enfants. D'accord. J'accepte toutes tes conditions. Une seule infidélité. Un seul mensonge. Une seule trahison supplémentaire. Et je pars définitivement avec mon fils. Tu ne me reverras jamais. Compris. Berthe retourna dans cette maison qui n'était plus vraiment la sienne. Dans ces murs qui avaient abrité la pire des trahisons. La chambre d'Angel fut complètement transformée en nurserie pour les 2 bébés. Tous les objets de sa mère furent jetés sans pitié. Parfums versés dans l'évier, vêtements donnés, souvenirs brûlés, photos déchirées, tout. Effacement complet. Les 2 bébés dormaient côte à côte dans leurs berceaux identiques. Frères de sang, liés à jamais par le crime de leurs parents, par cette trahison innommable. Berthe les regardait chaque soir avec des sentiments contradictoires. Ces 2 innocents. Ces 2 vies qu'elle avait choisi de protéger malgré tout. L'un était son fils, l'autre était le fils de sa mère et de son mari. Mais tous 2 étaient innocents. Son mari respecta scrupuleusement les règles établies. Chambre définitivement séparée, distance respectée. Aucune tentative de rapprochement physique ou émotionnel. Il s'occupait des enfants, avec dévouement, faisait les courses, cuisinait, nettoyait, tentait désespérément de se racheter, de mériter une forme de pardon qu'il n'obtiendrait probablement jamais. Mais Berthe savait. La blessure ne guérirait jamais complètement. La trahison resterait, gravée, tatouée, ineffaçable, indélébile. Elle avait pardonné en surface, pour les apparences, pour les enfants, pour la paix familiale. Mais au fond d'elle, dans les recoins sombres de son âme, quelque chose était définitivement mort. La confiance absolue, l'amour inconditionnel, l'innocence, la capacité à croire en l'autre. Elle vivait dans cette maison comme une étrangère, accomplissant mécaniquement son rôle, mère dévouée, épouse de façade, gardienne de secrets honteux. Personne ne saurait jamais la vérité complète. Elle resterait enterrée avec Angele dans ce cimetière. Secret de famille, honte inavouable. Les gens voyaient une famille recomposée courageuse, une mère admirable, un couple qui avait surmonté ensemble le deuil tragique d'un parent. Une belle histoire de résilience. Personne ne voyait la pourriture sous le vernis parfait, la douleur sous les sourires polis, la mort émotionnelle sous la vie apparente, la trahison sous la normalité affichée. Berthe avait choisi cette prison dorée, pour ses fils, pour leur donner ce qu'elle n'avait jamais eu elle-même. Stabilité, présence, amour maternel constant. Mais elle savait, intimement, on ne pardonne pas vraiment l'impardonnable, jamais complètement. On apprend juste à vivre avec, à porter la blessure quotidiennement, à faire semblant d'aller bien, à sourire quand il le faut. Et c'est exactement ce qu'elle faisait, chaque jour, chaque nuit, chaque instant de son existence. Survivre, pas vivre pleinement, juste survivre mécaniquement dans les ruines de ce qui aurait dû être une vie heureuse. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais sacrifier votre dignité et votre paix intérieure, même au nom de la famille ou de la stabilité apparente. La trahison détruit l'âme plus sûrement et plus profondément que la solitude. Apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs, avant qu'il ne soit trop tard. Protégez farouchement votre cœur. Respectez absolument vos limites. Écoutez votre intuition quand elle vous crie que quelque chose ne va pas. Car certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. Elles se contentent de faire semblant, de se camoufler sous des sourires forcés. Ne vous perdez pas vous-même en essayant désespérément de sauver les autres. Votre valeur ne dépend pas de votre capacité à pardonner l'impardonnable, mais de votre courage à protéger votre dignité. C'était votre conteuse, Mama Aya. En cette période festive, si cette histoire a réchauffé ton cœur, abonne-toi et active la cloche
pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laisse-moi aussi un commentaire chaleureux et dis-moi depuis quel pays tu m'as écouté.